En manchette aujourd'hui, retour au travail pour le député Yves Perron. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 30 janvier. On débute donc par le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Hier, c'était le retour des députés, des ministres, à la Chambre des communes à Ottawa. Donc, un retour pour le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, après le congé des fêtes. On sait que les députés et les ministres travaillent aussi durant le congé des fêtes, mais à partir du bureau local. Donc, c'était le retour, cette fois, à Ottawa. Le député Perron nous parle en entrevue, dans un premier temps, de ce retour, aussi d'une motion en lien avec le projet de loi C-234 sur les exemptions de taxes carbone et du caucus du Bloc québécois qui a eu lieu la semaine dernière au Saguenay. On écoute cette entrevue. Bonjour Yves, bonne année pour commencer. Bonjour. OK. Bonne année à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler. OK. Donc, un retour au travail ce matin, pas trop ardu. Ça a commencé raide, là, je pense, un petit peu justement avec des En choses. fait, on est encore dans les motions conservatrices, là. Ce matin, c'est sur le projet C-234 sur les exemptions de taxes carbone pour les producteurs agricoles, qu'on a supporté, même si ça ne touche pas le Québec et ça se trouve à court terme à désavantager un peu le Québec parce que les producteurs le voulaient, pour lancer le signal de l'exception agricole. Et là, les conservateurs ont lancé une motion ce matin pour répondre avant le gouvernement au Sénat, aux amendements du Sénat, là. Fait que c'est un peu... ça continue dans le même ton, mais c'était correct. Le ton était très cordial ce matin. On verra comment ça va tourner dans les prochaines semaines. C'est ça. Mais Donc, on ça va essayer doit d'avoir un gain quand même pour créer le principe d'exception agricole dans la OK. tarification du carbone, là. Tu sais, que s'il n'y a pas d'alternative, qu'il y ait compensation ou bien qu'il y ait accompagnement important, puis Ouais. investissement important pour aider à la transition, parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui nous nourrissent de tout prendre sur leur dos, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on arrête de faire ça. C'est ça. Donc, autrement dit, c'était, comme de la façon dont tu me parles, c'était quand même convivial, mais c'était quand même une attaque déjà rapide, là. Dans le fond, les Ouais, ben, conservateurs ont commencé en disant on repart, puis on, euh, on ben, en recommence. fait, je ne suis pas sûr qu'ils ont arrêté, eux autres. C'est ça, exactement. Euh, Voilà. Toi, c'est ça. Vous avez eu un caucus précessionnel dans Ouais. les derniers jours. C'est au Saguenay, hein? Je pense que vous êtes allé. Oui, on était à Chicoutimi. C'est Parce que ça. là, la coutume qu'on a pris, là, c'est depuis quelques caucus, ce qu'on va dans les circonscriptions qu'on pense avoir de très bonnes chances de prendre à une prochaine élection. OK. Même si l'élection est dans 2 ans, c'est pas grave, on travaille le terrain. Vous savez qu'au Bloc, on est toujours en train de développer une plateforme électorale parce qu'on parle toujours au monde, puis on amène ça dans le Parlement, puis on essaie de faire adopter des politiques qui sont concrètes, qui correspondent aux besoins des gens. Fait que c'est ce qu'on fait. Puis là, ben, quand on va dans des comtés comme ça qu'on serait susceptible de pouvoir prendre, ben, on établit des contacts aussi. Fait que chacun dans nos dossiers, une journée ou deux avant le caucus, on fait une tournée. On rencontre des intervenants dans le milieu, dans la région. Et après ça, on fait notre caucus. Puis là, ben, nous, on en a profité. Ça faisait un petit bout que je t'ai parlé en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. euh, Voir des projets, comment ça évolue. Fait qu'on est passé par Chapèche-Bougamo, puis l'Abitibi ensuite. On est revenu à Gatineau hier, là. Donc, je suis pas allé chez nous là, depuis une dizaine de jours, là. C'est pas plus. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que vous en profitez pour rencontrer aussi des partisans, prendre justement comment ils ont vécu les derniers mois et tout, là, des agriculteurs sûrement aussi, mais quand même, tu Des sais, comme tu partisans, dis. partisans politiques, tu veux dire, là? Oui, c'est Oui, ben, ça, il y oui. a toujours, tu sais, dans le cadre des rencontres de caucus comme ça sur 2, 3 jours, il y a toujours au moins une soirée qui est plus partisane, là, où il y a plusieurs membres du coin qui viennent nous rencontrer. Fait que c'est l'occasion de rencontrer les députés pour eux aussi. On a célébré les 5 ans de chefferie de Yves-François Blanchet aussi. Fait que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné, là. OK, oui. On était bien content de le célébrer. Puis moi, en même temps, c'était un petit peu mon 5 ans aussi. On se souvient, là, j'ai été président du parti dans la période difficile, puis j'ai participé au recrutement de Yves-François comme chef. Fait que c'était un petit peu une célébration pour moi aussi, là, de dire, hey, ça fait 5 ans, puis on y est arrivé, puis le Bloc québécois est encore une formation politique importante, percutante sur la scène canadienne et québécoise. Puis on est 32 députés depuis ce temps-là, tu sais.
C'est ça. Sans dévoiler toutes vos stratégies, est-ce que c'est un endroit, c'est le temps que vous élaborez les stratégies, comment, je ne veux pas dire comment affronter, mais comment, qu'est-ce qu'on va, ça va être quoi Oui, la ligne directrice, ça va être quoi? J'ai vu que oui, tu avais changé ta page, ta oui. page C'est beau, Facebook, hein? là. Moi, c'est ça, avec un On- nouveau slogan. Est-ce que ça émane justement de ce caucus-là? C'est vraiment oui. vers ça où vous voulez aller? Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, ben en fait, c'est vers ça qu'on se dirige depuis longtemps. C'est une continuité. On a toujours un slogan de session parlementaire. Fait qu'à la précédente session, c'était responsable. On voulait démontrer qu'on était les gens responsables qui prenaient des décisions pour l'intérêt collectif, pas de notre intérêt politique, puis qui faisaient avancer les dossiers. Puis on l'a super bien fait, particulièrement dans le contexte où les conservateurs, eux, ont carrément arrêté de l'être. Là. On a été l'adulte dans la pièce plus souvent qu'autrement. Puis la suite logique de ça, c'est quand tu es responsable, tu agis avec diligence, intelligence, que tu consultes les milieux avant d'adopter une politique, bien, les gens te considèrent digne de confiance. Évidemment, ce n'est pas à nous de dire on est digne de confiance, mais ce qu'on aspire à être, puis ce qu'on prétend, c'est notre objectif. Puis si tu te souviens, Daniel, il y a un peu plus que 4 ans maintenant, le soir même de mon élection, pour la première fois, c'est une des premières phrases que j'ai prononcées quand les journalistes m'ont demandé mes impressions. Une des premières choses que j'ai dit, je vais m'assurer d'être à la hauteur de la confiance qui vient de m'être accordée. C'est un peu ça le message. Donc, de continuer d'être digne de confiance, puis de travailler pour le Québec, pour notre monde, puis faire avancer les choses de façon constructive, tout en faisant, bien sûr, la promotion de l'indépendance du Québec et la démonstration que ce serait tellement mieux, puis plus facile, puis plus efficace à très moyen terme. C'est même pas à long terme. Là. Le quotidien à Ottawa depuis plus de 4 ans ne m'a comme renforcé dans cette conviction-là. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 30 janvier, voici nos anniversaires. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Nathalie Royer. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Pierrette Coulombe. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lisette Chapdelaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, en ce 30 janvier. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On vous rappelle, et pour ceux qui c'est la première fois qu'ils l'entendent, on vous parle du nouveau moitié-moitié, un nouveau jeu, le moitié-moitié TV. Donc, c'est sur le site Internet moitié-moitié.tv. C'est organisé au profit des télévisions communautaires. Donc, ça s'appelle ce nouveau jeu la chasse à l'as du Québec. Il y aura un gagnant par semaine. Prochain tirage le 31 janvier à 19h. Donc, on parle de prix minimum chaque semaine, d'un lot progressif pour la 6e semaine. Les profits restent à nos télés communautaires. Ça sera un partage entre les différentes télévisions
communautaires comme CTRB, la chasse à l'as du Québec. On écoute la bande-annonce qui vous explique ce jeu. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Donc, en deuxième partie du bulletin, CTRB vous présente une rencontre que nous avons faite avec Daniel Touchette, un auteur. M. Touchette est connu pour ses 2 premiers romans, Léa et Oula. Daniel Touchette prend une pause de sa série à succès pour explorer de nouveaux horizons littéraires. L'auteur est de Repentigny. Il fait apparaître son dernier recueil, une collection de 6 histoires fascinantes où l'inattendu règne en maître. Ça sera lancé en février. Avide de lecteur de recueils de nouvelles de Stephen King, il s'inspire du maître du suspense pour offrir une expérience littéraire pleine de surprises. Le résultat parle de lui-même, captivant les lecteurs avec des histoires brèves mais percutantes, des personnages attachants, des actions trépidantes, une touche d'horreur. Chaque récit offre une aventure unique, naviguant entre l'imaginaire et les attentes des lecteurs. Ce recueil, méticuleusement tissé, promet de séduire les amateurs d'œuvres originales et captivantes. L'auteur prouve une fois de plus son talent narratif avec ce recueil éclectique, s'éloignant des sentiers battus pour offrir une expérience littéraire qui ne manquera pas de captiver et de surprendre. Découvrez-le donc dès le mois de février en librairie. En attendant, regardez, écoutez l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonjour, M. Touchette. Bonjour. On va parler un petit peu de vous, parce que vous êtes auteur, on commence à vous connaître, mais vous avez, on pourrait dire, un background, vous avez une autre vie avant d'être auteur. Là. Vous avez vécu dans le domaine policier. Vous vous inspirez beaucoup de vos expériences dans la police pour écrire ou pour inventer? En fait, au niveau de l'inspiration d'histoire, plus ou moins, la seule chose qu'on me dit, c'est que quand on lisait, mais surtout mes 2 premiers romans, parce que mes 2 premiers romans étaient plus dans le monde policier, c'est que ça paraît que l'auteur, donc moi, là, connaît de quoi il parle. On peut voir là, que quand on lit que je connais le milieu policier. Mais au niveau de l'histoire en tant que telle, c'est pas basé sur mes expériences, c'est vraiment de la fiction. Quand je parle d'enquête, je parle de choses qui se font réellement dans la vie. Là, je parle pour mes 2 premiers romans, là, Léa et Ula. Ula, c'était plus l'espionnage international. Fait que j'ai comme un petit peu quitté le monde. Oui, mais malgré que je touche des éléments d'enquête ou surtout de police, gendarmerie, parce que le gros de ma carrière, c'était pas en enquête. Le gros de ma carrière, c'était en police en uniforme, répondre aux appels, le jour au jour, le quotidien, l'inattendu de répondre à un appel qui est totalement différent. Ça a été le gros de ma carrière. Moi, ce que j'ai tout le temps aimé, j'ai aimé ça lire des livres de recueil de nouvelles. Prendre un roman, puis toutes des histoires différentes dans le même livre, moi, j'aime beaucoup ça, parce que tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis c'est un peu vers ça que je me suis en allé quand j'ai écrit mon prochain roman qui s'appelle 6. Dans le fond, c'est que chaque histoire est différente. La première qui s'appelle Une histoire de camping, en fait. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, moi de cheveux gris, je faisais des voyages de camping avec ma famille. Puis j'étais le genre de personne à raconter des histoires autour du feu. Puis quand je racontais une histoire, des fois, ça pouvait durer 3 jours. Puis là, tous les autres campeurs alentours venaient voir qu'est-ce que je racontais, parce que j'étais un bon raconteur d'histoire. Fait que ça a été le sujet pour ma première histoire. La deuxième, c'est un petit peu farfelu, c'est des écureuils. OK. Ah, mon Dieu, les fameux écureuils, oui. Oui, fameux écureuils. Puis là, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui est tellement équitanné des écureuils qu'il décide de les déménager de force. Fait que ça fait la deuxième histoire. Celle-là est un petit peu plus, c'est un mélange, on s'attend à des choses, puis ça va prendre un autre côté. Mais la troisième, je voulais explorer le niveau de la santé mentale. Donc, quelqu'un qui a des problèmes sérieusement de troubles obsessifs compulsifs, puis jusqu'à où ça peut mener. Cette histoire-là est un peu plus dure, un peu plus sérieuse, je vous dirais, mais je trouve ça important d'en parler. La quatrième, c'est totalement dure. C'est une histoire où je me mets dans la peau d'un tueur en série.
Puis c'est la relation ou la conversation qu'il va y avoir avant une victime potentielle. Puis je dirais le combat psychologique entre les deux. Ouais. Ça, c'est ma 4e histoire. La 5e, c'est moi, j'ai vu un reportage à un moment donné à Découverte qui parlait d'une sonde, la sonde Cassini, qui est allée visiter Saturne. Ça m'a inspiré une histoire parce qu'il y a une des lunes de Saturne qui pourrait contenir de la vie. Fait que je me dis, si c'est on bien. pouvait y aller. Ouais. Puis la 5e, honnêtement, j'étais avec des amis, puis je parlais de mes histoires, puis ils disaient, hey, on a essayé de trouver un sujet. Puis, hey, écris une histoire sur une mine. Je dis, OK, une mine. Mais là, finalement, j'ai trouvé une histoire, puis j'ai raconté une histoire sur des mineurs, dans le fond, qui sont ensevelis suite à un accident dans une mine, un effondrement. Oui, c'est ça. C'est leur lutte pour survivre. C'est sûr que je fais des recherches pour chaque histoire que j'ai racontée. Dans mon histoire d'écureuil, entre autres, j'avais besoin de conseil médical. J'ai fait affaire avec un médecin pour voir ce que j'écrivais était crédible. Pour la mine, j'ai fait des recherches pour voir comment ça fonctionnait effectivement dans une mine. Il ne faut pas écrire des choses qui sont erronées, mais c'est sûr que je fais de la fiction là. Donc, mon histoire dans l'espace, ça ne se peut pas. Fait que, Ouais. Mais en même temps, je voulais avoir des données réelles. Donc, le temps que ça prend pour aller. Oui, des choses comme ça. Des choses comme ça. Ma plus courte histoire de 15 pages, puis ma plus longue de 175 pages. OK. Fait qu'à 175 pages, je dirais qu'on approche pas mal du roman. Ouais. Même que celle-là, j'aurais pu peut-être en faire un roman, mais quand j'écris, je ne vise pas un nombre de pages ou je vise pas. Je pars avec mon histoire, puis c'est dans ma tête, comme je disais, je vois comme un film ou je vois comme une série télé. Fait que je l'écris au fur et à mesure, puis là, moi, je vois ce qui se passe dans ma tête. Puis quand c'est fini, c'est fini. Fait que c'est ça. C'est la beauté d'être retraité, hein, jeune retraité, mais je peux faire mon horaire. Fait que non, je me lève le matin, je fais mes choses, mes tâches ménagères. Là, je promène mon chien, un beau petit chien. Puis je m'entraîne, je vais m'entraîner. Donc, je fais ma petite routine du matin. Je vous dirais qu'après dîner, c'est là que je m'installe à mon ordinateur vers 1h jusqu'à environ 5h. Fait que c'est des demi-journées. C'est quand même bien. J'ai un calepin, effectivement, mais je le laisse dans mon bureau. J'ai un bureau que j'utilise pour écrire. Fait que quand j'ai une idée, à mon bureau. Donc, j'écris ou surtout pour des personnages, parce que des fois, juste pour se rappeler de mes personnages, parce que les personnages principaux, ça, il n'y a aucun problème. Mais des fois, j'ai beaucoup de personnages secondaires. Donc, c'est juste pour me prendre des notes, pour me rappeler. Pour ce qui est du syndrome, comme la page blanche ou de où mon histoire s'en va, quand j'ai commencé quelque chose puis je veux réfléchir à ce qui va se passer, là, je prends des marches avec de la musique. Donc, je mets mes AirPods, je me promène, puis j'écoute de la musique, puis je fais des longues marches. Puis là, dans ma tête, je réfléchis à ce qui va se passer. Puis une fois que j'ai le scénario dans ma tête, il n'y a aucun problème. Là, je peux il reste là. je peux le transposer sur page. Ben, en fait, j'ai beaucoup apprécié ma carrière de policier. Oui, j'ai fait beaucoup de gendarmerie, comme je disais tantôt, la police à répondre aux appels, mais j'ai été également beaucoup gestionnaire. La deuxième partie de ma carrière, ça a été gestionnaire. Donc, j'ai été chef de parquet, poste de quartier, puis j'ai monté jusqu'à assistant directeur. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup de la gestion. Elle a dit beaucoup de rapports, donc beaucoup d'écriture. C'est une bonne pratique pour... Oui. C'est une bonne pratique pour écrire. Puis l'autre, c'est une passion. Comme tout le monde a des passions, on fait des choses dans la vie, on travaille, mais on a quelque chose. Puis je suis privilégié dans le sens où j'ai pu prendre ma retraite relativement jeune. Donc, et faire après 30 ans de police, j'ai dit, bon, ben, là, je peux le faire. Là, je peux écrire un roman. Puis, pour moi, les histoires, je suis tout le temps passionné des histoires. Fait que c'est intéressant. C'est ça. En terminant, 2 questions. La première, avez-vous des idoles? Avez-vous... est-ce que vous lisiez déjà beaucoup de romans policiers, puis vous aviez dit, oui, j'aime son style, j'aime pas son style, j'aime les films, j'aime des choses comme ça. Et c'est quoi vos prochains projets? Ben, la personne que j'ai le plus, c'est Stephen King. Donc, lui, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que, justement, on ne sait jamais où il va s'en aller. Stephen King, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'écrit pas que de l'horreur, loin de là. Il est vraiment diversifié. Il peut y avoir de l'horreur, mais il peut pas en avoir pantoute. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'on s'attache à ses personnages. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire beaucoup quand j'écris un roman, que le monde soit intéressé aux personnages, qu'est-ce qui va leur arriver. Et des romans un peu chorales dans le sens où des fois, tu as des personnages qui s'en vont en parallèle et se rencontrent au fil de l'histoire. Oui, c'est très bon. Fait que oui, c'est un auteur que j'apprécie. Et pour ce qui est de mon prochain projet, je fais une suite à mes 2 premiers romans. Donc, il y a le premier roman qui s'appelait Léa, le deuxième qui s'appelait Hula. Mais Hula était la suite de Léa.
Et j'ai pris une petite pause là, pour écrire mon recueil de nouvelles. Et le troisième roman, je reviens dans l'univers parce que beaucoup de gens me disent hey, quand est-ce qu'on va voir la suite? Quand est-ce qu'on va Oui, voir mais c'est ça, oui. parce que, mais je dirais que quand j'ai fini Léa, c'était clair qu'il fallait qu'il y ait une suite parce que je le laissais comme une fin ouverte. Puis là, je ne suis pas obligé finalement de faire un troisième roman, mais je me suis tellement attaché à mes personnages que je me disais, je vais retourner dans leur univers. Bon, bien, on va vous souhaiter une très bonne écriture. On va vous lire. Puis, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous permettent de vous découvrir. Puis, je pense qu'une première façon, avec un recueil comme ça, c'est toujours intéressant. On voit le style de l'auteur. Puis après ça, on est souvent porté à aller voir, à lire un peu plus. Donc, moi, je vais aller vous lire. Je trouve ça passionnant. Que je vous remercie beaucoup, M. Pichette. Merci. Les inscriptions pour le Cégep de Lanaudière pour la session automne 2024 sont officiellement lancées afin de permettre aux futurs étudiants de confirmer leur choix de programme et d'obtenir les dernières réponses à leurs questions. Le Cégep de Lanaudière les invite à participer à des portes ouvertes qui se tiendront jeudi 1er février à l'Assomption, mardi 13 février à Joliette et jeudi 8 février à Terrebonne. Il y en aura un autre mardi, le 13 février, à Joliette. Les portes ouvertes sont une opportunité unique d'en savoir plus sur le Cégep et les programmes d'études préuniversitaires et techniques. Une invitation spéciale est lancée aux élèves de 4e et 5e secondaire et à leurs amis, à leurs parents ainsi qu'à toutes les personnes en processus de choix de carrière. Les portes ouvertes sont l'occasion de découvrir l'ensemble des programmes offerts dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, l'informatique, l'administration, l'agriculture, l'environnement, la santé, le design d'intérieur et d'industriel, le travail social, la musique et bien plus. Et d'obtenir de l'information sur les services d'orientation, de la vie étudiante, les services adaptés, l'aide financière, etc. et visiter les installations et les équipements du Cégep de Lanaudière. Bref, de vivre l'atmosphère qui règne au Cégep. Aucune inscription n'est requise pour participer à l'événement. Pour plus d'informations sur les portes ouvertes, on consulte le site Internet du Cégep de Lanaudière. Sur ça, on passe à la pause. Le 22 janvier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Nicolas Carrier, fils de Lise Lévesque et de feu Roger Carrier, conjoint de Martine Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et sa conjointe, sa fille Frédérique Carrier, sa belle-fille Charlotte Sainte-Marie, Maxime Aymon, sa petite-fille Florence Aymon, son frère Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses nièces Émilie et Sarah, sa belle-sœur Lise Grégoire, Pierre Poliquin, son neveu Vincent Hubert, Alicia Damour, Lucie Blanchard et sa fille Jade Gobeil, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Douglas pour soutenir la recherche en santé mentale. La famille vous accueillera vendredi, le 2 février, dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 16h. À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 janvier, à 84 ans, est décédé M. René Rondeau, conjoint de Thérèse Alain, fils de feu Émilien Rondeau et de feu Marie-Anne Majot, demeurant à Québec, natif de Saint-Gabriel de Brandon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et ses sœurs. Feu Camille Rondeau, feu Roland Rondeau, Gérald Rondeau, feu Marie-Jeanne Rondeau-Paquin, Roger Rondeau, Robert Rondeau, Claire Sylvestre, Thérèse Rondeau, Marcel Blanchette, Thérèse Alain, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 3 février, dès 13h à la chapelle du complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à 15h. À son domicile, le 12 janvier, à 83 ans, est décédé M. Réal Coulombe, époux de Lisette Foltz,
demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Marie-Josée Coulombe, Patrick Leblanc, Jocelyn Coulombe, Sylvie Simard, Nina Coulombe, Martin Fafard, ses petits-enfants, Gabriel, Noémie, Camille, Simon et Laurence. Ses arrière-petits-enfants, Pénélope, Méra, Maxence, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Normand Coulombe, Hélène Sylvestre, Jacqueline Foltz, Jean-Paul Savaria, Jean-Claude Foltz, Michel Emery, Céline Moreau, Gilles Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 4 février dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au centre d'hébergement du Château à Berthierville, le 22 janvier, à 76 ans, est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères Claude, Lina et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex, Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs Louise et André, Alain et France, Léo et Diane, Manon et Denis, Nathalie et Marc, Maryse et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 10 février dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier dernier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gabory, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants. Claudette Gabory, feu Jode McKernan, Mario Gabory, Louise Carbonneau, Michel Gabory, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gabory, sa belle-sœur Violette de Grand-Prix Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 11 février dès 13h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de moins 11, un temps ressenti de moins 16. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 16. Mercredi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 11. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7. Mercredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, votre télévision, en ce 30 janvier. Alain Bellemare au pupitre. On se dit à demain.